Diplomatie, axe, Bangui, Kigali, les prémices de la coopération Sud-Sud, telle est notre grande interrogation. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, le président Faustin Archange Touadéra avait l'aller-retour vers Kigali jeudi pour s'entretenir avec son homologue Paul Kagame, alors que dans le même temps, le général James Kabarebe, un des plus proches collaborateurs du président rwandais, entamait une visite de 3 jours à Bangui pour y rencontrer les troupes rwandaises déployées dans le pays. Le Rwanda est devenu le plus sûr partenaire sécuritaire de la Centrafrique, mais cette proximité affichée interpelle alors que le pays se dirige vers un référendum constitutionnel. Actuellement conseiller à la défense et à la sécurité de Paul Kagame, le général James Kabarebe est un des hommes de confiance historique du président rwandais qu'il sert depuis l'époque de la rébellion avant le génocide de 1994. Sa venue pour 3 jours à Bangui est donc un signal fort de l'intérêt du Rwanda pour ce pays, d'autant qu'elle coïncide avec un aller-retour express du président Touadéra auprès de son homologue à Kigali. Les deux chefs d'État se sont accordés pour le renforcement de la coopération bilatérale selon la présidence centrafricaine. Du côté rwandais, on évoque des discussions sur les coopérations en cours, incluant la réponse aux défis sécuritaires en République centrafricaine. Selon le ministre rwandais de la Défense, 2100 soldats sont actuellement déployés en Centrafrique sous casque bleu de la MINUSCA et 1200 autres dans le cadre d'un accord bilatéral de soutien et de formation au FACA. On parle bien sûr des forces armées centrafricaines. Un accord dont les détails ne sont pas connus, ce qui alimente de longues dates de conjectures sur les contreparties obtenues justement par le Rwanda. Au sein de la société civile, on souligne que le professionnalisme des Rwandais a contribué à améliorer la situation sécuritaire, mais on s'étonne de cette proximité affichée à quelques semaines d'un référendum constitutionnel, jusqu'à preuve de contraire que tout le monde attend de pied ferme. Le régime cherche justement un bouclier et surtout quelque chose pour la sécurité. Le président Faustin Archange Touadéra s'est adressé vendredi dernier au corps diplomatique à propos du référendum constitutionnel prévu pour fin juillet. Le chef de l'État centrafricain a assuré que le scrutin sera bien sûr financé par le budget national et que la sécurisation du scrutin sera appuyée par les alliés bilatéraux russes et surtout rwandais. Voilà pourquoi nous nous interrogeons nous également ce mardi matin. Diplomatie, axe, Bangui-Kigali, les prémices de la coopération Sud-Sud, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est sociologue et enseignant à l'université de Douala. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous regardent tous les jours et qui continuent ce combat dans la vie quotidienne et qui réalise tous les jours un pas de plus vers la victoire. Nous sommes assurés que cette victoire, c'est pour bientôt. Très heureux de vous avoir, Jonathan Batengene, encore. Ce matin, nous parlons justement de la diplomatie et surtout de cet axe Bangui-Kigali. Le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, fait un aller-retour du côté de Kigali ces derniers jours pour s'entretenir avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Ils ont discuté justement de la sécurité et on sait pertinemment qu'il y a au moins 2100 soldats rwandais sur le sol centrafricain, même s'ils sont d'ailleurs dans la MINUSCA. On sait également, on connaît tous d'ailleurs leur professionnalisme, mais il faut également noter les 3 jours, on va le dire comme ça, de l'homme de confiance, le général Kabarebe, du côté de Bangui. Le Rwanda, partenaire du Centrafrique dans le cadre sécuritaire, c'est vrai, c'est une réalité. Lors de la dernière attaque de CPC, c'était à la veille du scrutin ou bien au lendemain du scrutin, ils avaient tenté de perturber la quiétude des Banguissois. Et ils avaient aussi tenté de prendre de force le pouvoir. Non seulement les partenaires, les instructeurs russes ont appuyé les FACA, mais également les partenaires rwandais et d'autres contingents qui sont dans la MINUSCA. Le rôle des Rwandais est assez particulier parce que le Rwanda, en Afrique, il faut d'abord le situer. Le Rwanda,
c'est le pion avancé de la stratégie états-unienne en Afrique centrale, dans ce qu'ils appellent la géopolitique des Grands Lacs. Cette géopolitique est adossée sur une vision que Foucault avait définie, c'est-à-dire le contrôle de l'Est de la RDC par les puissances étrangères, notamment les puissances occidentales, le bloc de l'OTAN. Et dans cette perception, Foucault avait une vision particulièrement très france-africaine de contrôle des Grands Lacs. Mais les États-Unis ont réussi, avec Paul Kagame, à damer les pions aux Français et à s'imposer comme étant l'une des puissances majeures. Il faut noter que avec Paul Kagame, les États-Unis ont réussi à siphonner un bon nombre de ressources naturelles au niveau de la RDC. Quand on parle de l'avancée technologique ou bien de la compétitivité technologique états-unienne, il faut beaucoup voir dans cette compétitivité le siphonnage des ressources comme le cobalt ou l'uranium ou encore d'autres ressources au niveau de la RDC via le Rwanda. Il y a également même l'or et le diamant. Donc, toutes ces ressources-là sont toujours siphonnées par le Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en RCA? Il se passe que les États-Unis aussi continuent d'avoir une certaine influence. Et les États-Unis qui ont travaillé qui ont une stratégie pour remplacer la France de ce qu'elle appelait ses zones d'influence, travaillent avec plusieurs partenaires. Par exemple, sur le Sénégal, ils travaillent avec la Turquie. On a déjà évoqué l'enjeu turc derrière le président Macky Sall, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est les Turcs qui sont derrière Macky Sall, notamment le président Erdogan. Quand vous regardez les renforts qui lui ont été adressés, ces renforts venant de la Turquie, on voit mal comment un pays qui n'est pas allié vous apporterait de l'aide en situation pareille. Quand vous regardez au niveau du Rwanda, c'est les États-Unis qui manœuvrent. Pourquoi? Parce que en début de semaine, l'ambassadrice, Madame Patricia Paone, a annoncé son soutien au référendum, le soutien des États-Unis au référendum qui se passera en RCA. Et ce soutien n'est que la conséquence d'un revirement de situation, si ce n'est une désillusion du côté français, parce que les Français étaient bien sûr très engagés à montrer que la RCA est isolée. D'ailleurs, Martin Ziguélé, le 6 juin, a commis un communiqué où il annonçait que il n'y aurait pas, la communauté internationale n'accompagnera pas la RCA. Les États-Unis, 2 jours plus tard, le 8 juin, annonçaient plutôt qu'ils seront aux côtés de la RCA. Donc, il y a une stratégie états-unienne sur la RCA. Mais cette stratégie états-unienne passe par un ensemble de partenaires sous-régionaux. Et le partenaire de choix que les États-Unis ont certainement désigné, c'est le Rwanda. Dans le jeu du Rwanda, il ne faut pas le lire comme étant essentiellement un acte de l'État rwandais. Ça fait partie de la grande reconfiguration de l'influence états-unienne sur le continent africain en utilisant certains pays locaux. Vous avez vu par exemple qu'en semaine, on a beaucoup parlé de la monnaie unique qui a été adressée par le Premier ministre, le président Ruto du Kenya. Mais le Kenya, c'est qui? C'est un allié stratégique de Washington. Ça veut dire que les débats panafricanistes, les débats qui intéressent l'opinion africaine, les États-Unis veulent les utiliser dans le cadre de leur stratégie de reconquête de l'Afrique en utilisant des chevaux de Troie. Et ces chevaux de Troie, c'est par exemple le Kenya. Ou bien, dans le cas d'espèce, le Rwanda. Jusqu'à preuve du contraire, on sait également que la dernière fois, lors du scrutin, il y a justement eu cette attaque du CPC. On sait également que fin juillet prochain, il y aura un scrutin, on parle justement d'un référendum constitutionnel. N'est-ce pas une occasion pour Faustin Archange-Touadéra de mettre les bouchées doubles pour sécuriser justement le pays? En fait, comme on dit dans l'adage, tous les moyens sont bons. Quand ils sont efficaces. Quand ils sont efficaces. Donc le professeur Faustin Archange-Touadéra, actuellement, il avait trouvé un pays en lambeaux. Et il est en train de le reconstituer. Il donne à l'État son autorité. Et pour l'instant, il a besoin de partenaires pour sa sécurité. Vous savez, quand vous discutez avec beaucoup de stratèges, ils disent, l'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir tes partenaires dans le cadre de la politique sécuritaire. Oui. Tu peux avoir des partenaires stratégiques,
qui sont des alliés de poids. Par exemple, dans le cas centrafricain, c'est la Russie. Et d'ailleurs, vous avez suivi l'ambassadeur de Centrafrique en Russie, à la Fédération de Russie, a annoncé que dans les prochains jours, on pourra assister à la création d'une base militaire russe accueillant près de 10 000 à 11 000 hommes, de 5 000 à 10 000 hommes sur le territoire du Centrafrique. Donc, cela, c'est le partenaire stratégique clé. Maintenant, le Rwanda, c'est un partenaire dans le cadre de la sécurisation. Mais nous disons toujours à l'opinion panafricaine, à l'opinion panafricaniste et à tous les Africains, que le Rwanda, c'est la stratégie états-unienne. Les États-Unis sont actuellement au niveau du Centrafrique en train de peaufiner un ensemble d'éléments pour reconquérir ce territoire, ou bien pour ne pas le laisser totalement basculer du côté de Moscou. Et la stratégie consiste à utiliser le Rwanda comme cheval de Troie, comme pion avancé, qui jouit d'une certaine crédibilité. Parce qu'en fait, les Rwandais, c'est les Africains comme nous. Donc les États-Unis se rendent compte que pour mieux discuter avec les Africains maintenant, il vaut mieux utiliser des partenaires africains. Mais on n'est pas loin de la stratégie du larbinisme. On n'est pas loin. Sauf que le Rwanda, dans le cas du Centrafrique, le Rwanda n'a pas encore posé d'acte qui amène à se méfier du Rwanda. Pour l'instant, le Rwanda a contribué à la sécurisation du Centrafrique et le Rwanda s'est montré comme étant un partenaire crédible dans le cadre de tout ce que le président Touadéra est en train de mettre sur pied. Est-ce que les autorités centrafricaines ne doivent-elles pas justement être très prudentes dans cette façon de faire parce que c'est un Africain, alors parce que c'est un pays africain, il faudrait justement une coopération dessus. Le président Faustin Touadéra a certainement conscience qu'il est en train de traiter avec un agent de la CIA, Paul Kagame, qui n'a jamais été exfiltré ou bien mis hors du circuit. Il est resté agent de la CIA, il continue son travail. Et dans sa perception, Paul Kagame, aujourd'hui, dans la stratégie de la RCA, il travaille son image au niveau du continent. Vous savez, le conflit en RDC a contribué à décrédibiliser Paul Kagame. Ça a contribué à montrer son véritable visage. On sait aujourd'hui que toute la déstabilisation de la RDC a été pensée à partir de la rébellion Tutsi que portait Paul Kagame. Et que l'ensemble des pseudo-craintes qu'il nourrit sur la RDC, ça fait partie essentiellement d'un plan qui consiste à créer le grand empire Tutsi entre l'Ouganda, parce que Paul Kagame il a été au service de Yoweri Museveni, où il était chef des services de renseignement. En tant que Tutsi, il s'est retrouvé là-bas. Donc, il nourrit toujours ce projet-là avec Yoweri Museveni, faire de l'Est de la RDC le pilier du grand empire Tutsi. Et ce pilier-là, l'Est de la RDC constitue la zone économique par excellence. Donc, il est toujours dans cette perspective. Mais maintenant, dans ses calculs de projection, il faut qu'il se donne une certaine crédibilité. Les États-Unis en ont conscience. Il faut qu'il ait une certaine crédibilité. Le dossier centrafricain est un tremplin très excellent dans le cadre de cette reconstitution de la confiance en Kagame dans le continent africain. Donc, le dossier centrafricain n'est qu'un dossier opportuniste. C'est un dossier utilitariste pour les velléités de Kagame à l'est de la RDC. Ce n'est pas le dossier principal pour lui. Mais, comme on dit en relations internationales, il n'y a pas d'amitié et il n'y a pas d'amitié éternelle. Donc, pour le Centrafrique, il y a un intérêt réciproque. C'est que le Rwanda apporte son soutien dans le cadre de la sécurité, mais la RCA ne va pas lier son sort forcément à la RDC dans ce cadre-là. Et la RCA, qui bénéficie de ça, n'est pas dans la posture de marchander gros pour demander davantage sur le dossier de la RDC. Mais nous, panafricanistes, nous devons garder cette lecture et rester vigilants. Comprendre qu'il s'agit d'un stratagème pour mieux agir sur le terrain de la RDC. La géopolitique mondiale est bâtie ainsi. C'est-à-dire que sur certaines cartes, l'adversaire peut lâcher du lest et récupérer au double. Ailleurs, vous avez déjà vu ça au jeu des échecs, mais également au jeu de dames.
Donc, dans les jeux de dames, on peut vous donner 2 pions pour en récupérer peut-être 6 ou 5 ou 4. Donc, ça dépend de la stratégie. Les États-Unis sont en pleine manœuvre et pour l'instant, le dossier de la RCA avec Kagame, ce n'est qu'une manœuvre géopolitique. Il y a quelques semaines encore, les USA ont menacé les autorités centrafricaines de lâcher, on le dit comme ça, la Russie, menacée haut et fort, déclarant d'ailleurs la guerre à la Centrafrique, ou alors au Centrafrique, leur demandant de lâcher justement les Russes. Oui, mais il faut noter, j'ai bien aimé l'analyse du président Bandakani sur le sujet. Pourquoi? Parce que on est quitté d'une rhétorique martiale états-unienne, une rhétorique qui menace, qui dit « si tu ne fais pas ci, je te tape, si tu ne fais pas ça, je te bombarde », vers une rhétorique où les États-Unis disent « voilà les avantages si vous laissez les Russes ». C'est-à-dire, pour une fois, les États-Unis rentrent dans du marchandage de leur aide. Oui. Ils disent « nous sommes prêts à compenser le départ des Russes avec ceci. Nous apportons vous apportons le renforcement de la sécurité, nous vous donnons en termes d'aide au développement ceci, nous faisons ça. Si ça avait été ça, peut-être le package dans les années 80, peut-être que ce serait une opportunité pour les États africains. Mais dans notre contexte actuel, l'Afrique ne regarde plus à l'aide internationale. Et la RCA n'est plus dans une lecture de son avenir dans l'aide internationale. La RCA, le Centrafrique ne lorgne plus sa sécurité en termes de renforcement des capacités parce que c'est ce qui se fait actuellement. Il faut noter que 25 000 hommes sont rentrés depuis la fin d'année 2022 et il y a des hommes qui sont actuellement en formation. Le Centrafrique forme des soldats sur son sol, au-delà des contingents qui ont été formés à l'extérieur. Les instructeurs russes assurent déjà cela. La Russie consomme, pour un petit aperçu, la Russie consomme au niveau de sa guerre, de son opération militaire spéciale en Ukraine, 1 mois de production en matériel de guerre, en missiles, en obus, 1 mois de production de l'OTAN par jour. 1 mois. Ça veut dire que cette Russie a les capacités de production assez soutenues et est capable de fournir au Centrafrique en quantité le matériel pour sa défense. Donc, la question du renforcement des capacités de l'armée centrafricaine ne se pose pas. Le partenaire est fiable tant au niveau de l'instruction, c'est-à-dire la formation des militaires guéris au combat, mais également au niveau de l'outillage, la logistique et tout le matériel militaire qui permet à une armée d'être performante. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, le seul élément que demande le Centrafrique, c'est que son autonomie, son initiative économique, son autonomie, son souveraineté économique soit également respectée. Et l'aide internationale n'est pas un outil qui renforce la souveraineté économique. L'aide internationale renforce davantage la dépendance économique vis-à-vis du système capitaliste mondial parce que vous vous endettez. Ce qu'ils appellent l'aide, c'est une dette à moins de 5%. C'est-à-dire quand les taux d'intérêt sont inférieurs à 5%, on parle de l'aide. Et vous vous endettez auprès de bailleurs de fonds internationaux, où vous avez les 2 grands bailleurs de fonds internationaux, le Club de Londres, le Club de Paris. Donc, est-ce que ce mécanisme, c'est ce que le Centrafrique recherche aujourd'hui? Non. Le Centrafrique n'est plus également dans le questionnement sur les sources de financement. Quand vous regardez que le Centrafrique est sous sanction économique non dite, il y a un embargo économique contre le Centrafrique qui est non dit. Les États-Unis ont constaté par eux-mêmes que malgré cet embargo économique qui a été initié par eux en concubinage avec la jeune française, le Centrafrique continue de vivre. Le Centrafrique paye ses fonctionnaires. Or, il n'avait pas misé sur 6 mois de survie de ce pouvoir. Le Centrafrique continue à survivre et le Centrafrique assume ses règlements internationaux. Donc, ce pays-là ne se pose plus des questions sur son financement. Et il y a bien plus. C'est devenu le siège en Afrique centrale des BRICS. D'ailleurs, la Banque des BRICS a annoncé un ambitieux plan qui va révolutionner l'économie centrafricaine dans les mois à venir. Nous n'allons pas simplement donner les dates pour respecter un ensemble d'éléments, mais il y a que dans les mois à venir, la Banque des BRICS va apporter au Centrafrique
les capacités de devenir une économie compétitive. Et le président Touadéra, dans son projet Sango, a clairement signifié que lui compte accueillir 35 millions d'Africains. 35 millions d'Africains. Je crois que l'Union européenne, qui a fait de l'immigration clandestine, c'est-à-dire la migration normale, parce que les migrations par le passé n'avaient pas besoin de passeport, encore moins de documents qui certifiaient vos déplacements d'un point à l'autre. Donc, ils ont transformé la migration normale en immigration clandestine. Pour l'Union européenne qui s'inquiète donc de ce phénomène, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour les Africains parce que le Centrafrique est en train de lancer auprès des Africains, des jeunes Africains qui vont rechercher du travail, un message. Le Centrafrique est un pays d'accueil, une destination choisie pour tous ceux qui ont envie de se mouvoir économiquement. Et le Centrafrique est en train de créer le cadre qui va créer cette attractivité. C'est ce que le Centrafrique fait actuellement. Le Centrafrique n'est pas en train de regarder à l'aide internationale. Donc les États-Unis ont un système, ont une proposition qui correspond à un système désuet, qui n'est plus attractif au Centrafrique. Centrafrique lorgne ailleurs et les États-Unis sont en train de nous proposer l'ancien monde. Centrafrique regarde dans le monde multipolaire. Les pays africains doivent-ils encore croire à l'Occident, précisément aux États-Unis? Non, non. Sauf que les pays comme le Rwanda ont essentiellement comme business model, vous savez, dans les modèles d'affaires, dans les stratégies d'affaires, il y a deux mécanismes qui sont utilisés pour lancer une affaire. Il y a l'ancien mécanisme, c'était qui était très couru, c'était le business plan, c'est-à-dire le plan d'affaires. Le plan d'affaires qui trace les étapes d'évolution, le contexte de création de l'entreprise et tous les éléments. Mais maintenant, il y a le modèle d'affaires, le business model, le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, c'est en fait le schéma, le canevas à partir duquel on compte rendre notre activité viable. Et ce schéma est généralement l'âme même du projet. Or, quand vous regardez le schéma d'affaires de l'État rwandais, c'est essentiellement basé sur la prédation internationale. C'est quoi ce schéma d'affaires? C'est actionner les désordres, la déstabilisation à l'est de RDC, piller les ressources clandestinement de la RDC, constituer le Rwanda comme étant la zone de transit et d'intermédiation commerciale, marché noir de ces ressources naturelles et capter ces ressources pour actionner son développement. À partir de ce business, de ce modèle d'affaires qui est essentiellement basé sur la prédation internationale, le Rwanda est dépendant de ce système unipolaire. Donc on a deux axes. On a deux axes. On a le Rwanda qui est profondément piégé dans le monde unipolaire et on a le Centrafrique qui est en train de devenir le cœur du monde multipolaire en Afrique centrale. Ces deux modèles d'affaires qui ne vont pas être compatibles. Donc, c'est une collaboration circonstanciée. Il faut le dire, elle ne va pas faire long feu. Pour nous, elle ne va pas faire long feu. Préférons le dire comme ça. Le Rwanda n'est pas appelé à être un partenaire durable de la sécurité du Centrafrique. À terme, et nous savons que le président Touadéra le perçoit déjà, le Centrafrique sera obligé de se débarrasser de la coopération rwandaise qui est un paravent de la coopération avec les États-Unis. Donc, si le Rwanda, lui, lorgnera toujours dans les États-Unis à cause de son modèle d'affaires, qui l'a piégé au cœur du système prédateur international, le Centrafrique, lui, n'est pas dans la même perspective. Nous présentons comme ça pour que les Africains comprennent la profondeur du problème. Ce n'est pas une simple question de choix des partenaires. Ça a à voir avec le type de modèle économique qui prévaut dans un pays. Le Rwanda actuel, sous Kagame, est piégé dans le modèle prédateur occidental. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir, mon frère Goss, et nous saluons tous ceux
qui continue de suivre ce combat et qui continue de le porter partout où il se trouve. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous souhaitons de passer une agréable journée.